vice-président de la Commission pour les affaires sur la situation en République démocratique du Congo. Et je vais demander à Monsieur Stylianides de prendre la parole au nom de Madame Mogherini. Bien sûr, je le laisse s'installer. Monsieur le commissaire, nous vous attendons. Monsieur le commissaire Stylianides, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Le projet de résolution préparé par le Parlement souligne plusieurs points avec lesquels, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. D'abord, il faut faire face d'urgence à une augmentation très importante des violations des droits de l'homme. Deuxièmement, il faut pleinement appliquer l'accord politique de décembre 2016. Et il faut créer l'atmosphère politique permettant d'organiser des élections transparentes et justes. Il est important également de travailler en coopération étroite avec l'Union africaine et les organisations régionales. Et quatrièmement, il est important de soutenir les Nations unies. Et à propos des Nations unies, comme le Parlement, je déplore l'assassinat de 2 membres du groupe d'experts des Nations unies, ainsi que leurs collègues congolais dans la province du Kasai au mois de mars de cette année. J'ai d'ailleurs présenté mes condoléances à leurs familles, leurs amis, leurs collègues. Je le répète, l'accord du mois de décembre 2016 est la seule voie qui nous mènera à une transition pacifique et démocratique. La conférence épiscopale du Congo a contribué à cet accord. Il faut le reconnaître. Mais si l'on veut que cet accord soit couronné de succès, les acteurs, tous les acteurs, doivent agir dans l'intérêt du pays. Ce n'est qu'ainsi que l'on arrivera à organiser des élections avant la fin de l'année 2017. Et ce n'est qu'ainsi que l'on rétablira la légitimité constitutionnelle pleine et entière de la République démocratique du Congo. Il est évident que le caractère inclusif nécessaire pour une transition paisible n'existe pas encore, notamment pour ce qui est de la composition du gouvernement actuel, et pour ce qui est également du Conseil chargé du suivi de l'accord. Des actes d'intimidation, des arrestations arbitraires d'opposants, de militants, des procès politiques ne contribuent pas à la création d'un environnement propice à des élections pacifiques. Il est important que des enquêtes soient menées sur les cas de violence et les assassinats. Il faut que ces enquêtes se déroulent rapidement, de manière indépendante et transparente. Nous insisterons sur ce point lors de nos contacts bilatéraux avec la RDC, également lors de nos contacts multilatéraux, et notamment dans le cadre de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève. La liberté d'expression, y compris pour les médias indépendants, et la liberté d'association doivent être garanties par les autorités. Malheureusement, il y a actuellement trop de restrictions qui pèsent sur ces droits. Monsieur le Président, comme vous le savez, je suis chargé des affaires humanitaires. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face à l'impact humain
de la recrudescence de la violence dans la province du Kasaï, ainsi que dans d'autres régions du pays où des groupes armés sont actifs. La population civile est victime de violences. C'est ainsi que plus de 3,7 millions de personnes sont réfugiées et déplacées en interne. Parmi eux, 1,1 million rien que dans la région du Kasaï. Nous sommes en contact permanent avec les acteurs humanitaires sur le terrain, MSF, la Croix-Rouge. Les services aériens de ECHO sont prêts à apporter une aide sur place. Nous contactons d'autres donateurs afin de coordonner la réaction vu les besoins croissants dans la province du Kasaï. Et ceci vient s'ajouter bien sûr à ce que nous faisons ailleurs dans le pays. Là, nous mobilisons 23 millions d'euros cette année pour toute une série d'actions humanitaires. Il s'agit de répondre à la crise politique et à la recrudescence de violations des droits de l'homme. Et c'est ainsi que le 29 mai, l'Union européenne a adopté des mesures individuelles à l'encontre de 9 personnes. Je voudrais être très clair quant à l'utilisation de ces actions et de ces sanctions. L'objectif n'est pas de se substituer à la justice. Il s'agit là d'un outil dont l'objectif est d'encourager les personnes à changer de comportement de politique. Ces sanctions peuvent être levées si les personnes concernées prouvent qu'elles renoncent à la violence. Et ces sanctions peuvent être adaptées. L'Union européenne étudiera d'autres listes de personnes à tout niveau, y compris politique, qui risquent d'entraver une solution pacifique permettant de sortir de la crise. Et j'aimerais terminer sur une note positive. Nous pensons qu'il peut y avoir une solution en Afrique, conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2348. L'Union africaine et les organisations régionales, comme la communauté de développement, sont prêts à agir. Nous les soutiendrons comme nous soutenons la MONUSCO. Nous insisterons pour que le mandat de la MONUSCO soit exécuté de manière énergique. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies doit être appliquée le plus vite possible. Et la MONUSCO doit réaliser tout son mandat avec les ressources nécessaires, à savoir la protection des civils dans les zones les plus touchées par la violence, sans oublier le risque que courent les voisins de la RDC et le besoin de préparer des plans d'intervention d'urgence. Nous continuerons à soutenir la RDC et la population congolaise par le biais de programmes et de projets. Et si l'on nous le demande, nous serons prêts à aider à la préparation des élections si des progrès sont réalisés, comme la préparation de la loi électorale. Et encore une fois, n'en doutez pas, malgré la situation très difficile, l'Union européenne est prête à participer à un dialogue politique dans l'intérêt des droits et des aspirations de tous les citoyens congolais. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Commissaire. Nous allons maintenant ouvrir le débat. Monsieur Galler. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, merci beaucoup pour votre déclaration
Au nom de mon groupe, je peux dire que nous partageons votre point de vue et vos exigences. La situation à RDC, effectivement, elle est terrible. Et cela fait un moment que la situation se présente sous ce jour-là. La gestion qui est faite de la situation dans la province du Kasaï est préoccupante. Vous avez dit, à juste titre, qu'il y avait 3,7 millions de personnes déplacées en interne, y compris la population du Kasaï. La semaine passée, j'ai eu l'occasion de parler en tant que président de la délégation des papes, et j'ai parlé tout particulièrement de la situation dans le Kasaï. Après moi, il y a 2 orateurs du RDC qui sont intervenus et aucun n'avait l'impression qu'il fallait traiter de cette question brûlante, ce qui, à mon avis, montre l'attitude de ceux qui sont au pouvoir. En ce moment même, il y a un ministre, Yotan Joji, un ministre de RDC, qui a contacté différents députés ici, et je suis sûr qu'on lui a donné ou qu'on lui a fait passer le même message, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'accord du 31 décembre, préparer les élections correctement. Il n'y a pas d'issue. Sinon, s'il dit oui, alors peut-être qu'on pourra le faire 1 mois ou 2 mois plus tard, il ne faut pas l'accepter. Je ne pense pas qu'il faudrait accepter quoi que ce soit, à moins qu'il y ait un consensus large avec tous les acteurs politiques. Si, in fine, il y a un report d'1 mois, très bien. Mais j'ai l'impression que M. Kabila n'a pas vraiment l'intention de quitter le pouvoir et de quitter son poste qu'il occupe encore. Et par conséquent, il faut maintenir notre pression, appliquer les sanctions dont il a été question et dire très clairement qu'il n'y a pas d'alternative au respect de ce qui a été agréé. Merci. Dziękuję panu Gahlerowi. Z przyjemnością bardzo proszę pani Elena Valenciano. 1 minuta. Pues una vez más volvemos a hablar de la República Democrática. Encore une fois, nous parlons de la République démocratique du Congo. Encore une fois, on parle de crise politique, de crise humanitaire, de crise sécuritaire. Mes collègues, le commissaire également, ont déjà cité les chiffres. Mais en fait, tout ceci a un nom, Kabila. Nous ne pouvons plus ignorer ce fait. La situation se dégrade de jour en jour et elle est liée au fait que Kabila n'a pas la moindre intention de quitter le pouvoir. Nous devons donc faire quelque chose. En plus de nos diverses manifestations, en plus de l'accord de décembre 2016, qui n'est pas appliqué, même si je suis d'accord avec le commissaire, c'est notre seule marge de manœuvre pour négocier. Alors peut-être faudrait-il maintenir les sanctions, peut-être faudrait-il imposer plus de sanctions. Il y a aujourd'hui une situation dans ce pays avec une population qui subit l'enfer. Et les gens attendent une réponse de la part de l'Union européenne. Plus de sanctions qui auront peut-être, probablement, plus d'effets. Merci. Pour le CR, Monsieur Tannock. Monsieur le Président, quand on parle de la RDC, nous en avons parlé il y a 6 mois dans cette Assemblée et nous pensions que l'accord avec la conférence épiscopale permettrait d'ouvrir la voie à des élections avant la fin de l'année, mettant fin à l'impasse et au règne de 16 ans de Kabila. Mais rien n'a été fait maintenant pour mettre en œuvre les termes de cet accord. Et la situation en matière de sécurité s'est encore dégradée. C'est surtout le cas dans le Kasaï où les forces de sécurité et les milices continuent de s'opposer fréquemment. Au cours des derniers mois, 400 personnes ont été tuées et plusieurs millions de personnes ont quitté la zone. Il y a des activités de groupes rebelles, y compris le mouvement M23 et la milice islamiste, connue comme forces alliées. Il y a également eu des attaques contre des prisons il y a quelques jours. 11 personnes ont été tuées et des centaines de prisonniers se sont échappés. Dans le pays, on voit qu'il y a des insistances pour que le président Kabila quitte son poste et que des élections aient lieu.
Sa justification, celle de Kabila, disant que le pays ne peut pas se permettre des élections, est absolument ridicule. Merci. Monsieur Tannock, au nom de l'ALDE, Javier Nart. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Stylianides. Ce que vous avez dit est tout à fait juste. Mais il faut appeler un chat un chat. La MONUSCO ne fonctionne pas. La MONUSCO, c'est une plaisanterie, c'est une fraude qui coûte très cher. 17 000 soldats qui ne font rien d'autre que d'être des soldats touristes. À 7 kilomètres de leur caserne, il y a des femmes qui sont violées lorsqu'elles sortent du camp de réfugiés pour chercher de l'eau. Parce que les soldats de la MONUSCO, alors qu'ils ont pour mandat de neutraliser les rebelles et les forces armées, sont des soldats touristes qui patrouillent les axes principaux et sont cantonnés dans les casernes. Parce que leur mandat au niveau national les empêche d'intervenir. Le mandat, il existe. Ce qui est une plaisanterie, c'est qu'ils perçoivent leur solde, mais ne font pas leur part du travail. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, les dispositions qui ont été prises concernent un petit nombre de personnes qui font du trafic. C'est la logistique de la guerre qui est en cause. Si on n'agit pas de façon fondamentale au niveau des grands dirigeants de ce trafic, on ne changera rien à la situation. Et ensuite, c'est vrai, le gouvernement congolais repose sur la corruption, la violation des droits de l'homme. L'accord du groupe d'évêques du 31 décembre 2016 est fondamental. Mais ce qui est fondamental, c'est que le gouvernement de Kabila ne devrait pas à nouveau jouer par biais d'artifice parlementaire un report supplémentaire des élections. Ils essaient d'avoir un report de plus alors qu'on avait dit que la limite était le 31 décembre. Ce qu'il faut, c'est donner un tour de vie. C'est un moment décisif. Il faut qu'il y ait des sanctions personnelles, économiques, concernant les actifs de ces personnes qui se trouvent pour l'essentiel à l'étranger, notamment en Europe. C'est ça qui va les affecter si l'on ne fait pas des pressions sur le gouvernement corrompu de Kabila. En 2018, il y aura encore Kabila et il y aura encore un débat pour rien ici. Je vous remercie, Monsieur Nart. Madame Vergia a la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est notre 4e débat sur la RDC en moins d'un an. À la fin de l'année dernière, nous avions eu un vent d'espoir, mais la conférence épiscopale vient elle-même de jeter l'éponge et Joseph Kabila reste accroché au pouvoir. Ses récentes déclarations ne peuvent qu'inquiéter. Il faut des élections parfaites, nous dit-il, et ajoute qu'il n'a rien promis. On reste sans voix. Les violations des droits de l'homme ne cessent de s'aggraver, y compris avec l'assassinat, vous l'avez dit en mars dernier, des experts de l'ONU. Comment s'étonner alors de l'accroissement du nombre de déplacés et de réfugiés? Nous savons tous ici que des entreprises multinationales présentes au Congo sont en partie responsables du financement des groupes armés qui opèrent sur place. Alors, au-delà du soutien de l'ONU et de l'aide humanitaire indispensable, il faut agir en utilisant notamment la législation sur les minerais du sang, même réduite à la proportion congrue par le Conseil. Elle constitue un outil que l'Union doit utiliser pour passer des discours aux actes. Je vous remercie. L'orateur suivant est Monsieur Jordi Solé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, en janvier 2015, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes congolaises contre une tentative de modification de la loi électorale. 27 personnes ont été tuées. Déjà en ce moment, l'Union européenne était au courant de la grave crise politique dans le pays. Mais la Commission et le Conseil ont attendu presque 2 années pour devenir un peu actifs et finalement imposer des mesures ciblées contre certaines autorités congolaises qui sont responsables de la répression de l'opposition et de graves violations des droits de l'homme. En même temps, l'Union européenne s'est félicitée du dialogue national, une initiative visant à aider à l'organisation de l'élection présidentielle, mais qui plutôt s'avère comme une des nombreuses tentatives du président Kabila de reporter ces élections. Les autorités congolaises ont violé depuis des années des dispositions clés de l'accord de Cotonou. Normalement, cela aurait dû déclencher des consultations officielles sous l'article 86 il y a longtemps. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend?
Alors que le président Kabila n'a pas encore mis en œuvre les accords du mois de décembre, la situation politique, humanitaire et des droits de l'homme s'aggrave de plus en plus. Il est temps que l'Union européenne s'engage plus activement et fortement au Congo afin d'éviter toute nouvelle escalade et déstabilisation dans toute la région. Merci. Uprzejmie dziękuję, panie Sole. Następny mówca. Merci, Monsieur Solé. Monsieur Ignacio Corrao. Merci, Président, Monsieur le Commissaire, bonsoir. Depuis le début du mandat, nous nous sommes occupés à plusieurs reprises de la République démocratique du Congo pour des problèmes de nature différente. Il y a des chefs politiques qui manipulent la Constitution, si on peut appeler Kabila chef politique. Il veut absolument rester au pouvoir. Il y a des mercenaires armés, il y a une violation des droits de l'homme, des minerais du sang. La situation ne fait que se dégrader à vue d'œil. L'Union européenne n'a pas d'énormes compétences en matière de politique étrangère, mais elle pourrait agir au niveau des politiques commerciales. Les problèmes du Congo ne sont pas tous liés aux spéculations des multinationales qui essayent de profiter de matériaux importants à bas coût. Mais c'est un facteur d'instabilité dans le pays. Une action plus déterminée de l'Union européenne en matière de responsabilité des multinationales permettrait d'avancer considérablement au Congo et ailleurs. Le Congo est un pays riche, Monsieur le Président. Il est énormément riche à en mourir au sens propre du terme. Merci. Orateur suivant, au nom de l'ONF, Monsieur Jean-Luc Schaffhauser. Monsieur le Commissaire, chers collègues, nos résolutions soulignent à raison le bilan humanitaire du conflit en RDC. Toutefois, je crains qu'elle ne se trompe sur les causes de cette situation qui dure depuis 1998 et qui a déjà tué entre 6 et 8 millions de personnes dans l'ensemble de l'Afrique des Grands Lacs. Qui, en effet, a préparé en Ouganda l'opération dite des rebelles? Pas Joseph Kabila, ni même Laurent Désiré Kabila qu'on est allé chercher, les puissances occidentales. Qui est responsable de l'exécution de Laurent Désiré Kabila? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui maintient le désordre pour pouvoir piller les ressources du pays? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui laisse Paul Kagame occuper l'est du pays pour exporter les minerais volés en RDC au Rwanda? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui propose de rajouter de la déstabilisation derrière le formalisme démocratique? Toujours les puissances occidentales, pas Joseph Kabila. Chers collègues, alors qu'une transition douce a été négociée par l'intermédiaire des évêques, certains d'entre vous sont plus intransigeants que l'opposition congolaise. Alors que le président Kabila suit la Constitution par les accords de Saint-Sylvestre, toujours en vigueur, vous êtes plus extrémistes que les Congolais, en oubliant la finalité de ces accords, la stabilité, la sécurité de tous les Congolais. Le 31 décembre, il y aura une transition et j'espère qu'elle se fasse pour la paix. Je vous remercie. Dziękuję bardzo. Tym sposobem zakończyliśmy wystąpienia w imieniu grup politycznych. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de la liste des orateurs s'exprimant au nom des groupes politiques. Je souhaite la bienvenue à M. Ventas. Merci. Beaucoup d'orateurs ont déjà signalé le fait que la situation en RDC avait empiré de façon dramatique depuis l'an dernier. L'an dernier, le président Kabila avait organisé ou promis d'organiser des élections libres dans le courant de 2017. Mais après 6 mois de négociations prometteuses sous l'égide de l'ONU, entre l'ONU et le gouvernement congolais, la situation est à nouveau préoccupante. La tentative de M. Kabila d'étendre son mandat conduit à une incertitude quant à l'avenir de la population. Il y a une action non seulement de l'armée, mais également des milices, souvent tolérée par le gouvernement. En plus de la crise sécuritaire mentionnée par le commissaire, il y a également une tragédie humanitaire
qui concerne 7,5 millions de Congolais. La situation des droits de l'homme est alarmante. Ces droits sont violés. Il y a une violence exercée contre les enfants qui sont contraints de devenir des enfants soldats. Les femmes sont torturées et violées. Et il y a des attaques qui sont perpétrées contre des travailleurs d'organisations venant en aide aux démunis dans le pays. Je pense qu'il faut qu'on ait un plan nous permettant de développer non seulement la région, mais l'Afrique de façon générale. Et il faudrait contribuer à résoudre la crise dans le pays. Merci. Madame Arena a la parole. La situation humanitaire et sécuritaire en RDC se détériore fortement. Dans le Kasaï, pourtant autrefois pacifique, les violences et les répressions font rage. Depuis août 2016, les exécutions sommaires, les meurtres d'enfants, le recrutement d'enfants soldats, les violences sexuelles frappent les populations civiles. Ces violences qui impliquent miliciens, soldats et policiers ont fait plus de 400 morts. Plus de 40 fosses communes ont été découvertes. 400 000 enfants risquent la famine. Plus d'1,5 million de Congolais ont fui la région. Cette crise dans le Kasaï se joue sur fond de ce qui devrait être une transition politique prévue par l'accord du 31 décembre 2016 et qui peine à voir le jour. Même si l'enrôlement des électeurs semble s'accélérer, l'adoption des lois électorales et la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord sont autant de défis auxquels les autorités congolaises doivent répondre par la tenue d'élections libres, transparentes et démocratiques. Dans un contexte grave, le Parlement européen appelle les autorités congolaises et la communauté internationale à tout mettre en œuvre afin de respecter la totalité des engagements pris dans l'accord de la Saint-Sylvestre, en ce compris la fixation d'un calendrier clair et précis pour la tenue des élections sans modification de la Constitution. Par ailleurs, nous appelons à la mise en place d'une enquête internationale sur les violences dans le Kasaï afin que les responsabilités puissent être prises par les auteurs de ces crimes. Enfin, le Parlement européen soutient également les sanctions ciblées mises en place par l'Union à l'égard des responsables de graves violations des droits humains. Et enfin, je rappelle que c'est au gouvernement de garantir la sécurité de sa population et donc il en a la responsabilité et on appelle à la responsabilité du gouvernement Kabila pour protéger sa population. Merci. Merci. Je voudrais vous rappeler de ne pas dépasser votre temps de parole, comme cela vient de se produire. Madame Fotiga, maintenant. Merci. Monsieur le commissaire, je partage votre évaluation de la situation. Je voudrais souligner plusieurs questions, cependant. Tout d'abord, la nécessité de mettre en œuvre un programme politique fondé sur l'accord du 31 décembre 2016. Renforcer la MONUSCA et mise en œuvre pleine et entière des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sans réserve, mise en œuvre d'une enquête indépendante sur les violations des droits de l'homme et du droit. Et puis il y a l'aspect criminel, le fait de l'exploitation criminelle des minerais. Cela a des conséquences, notamment la nécessité de renforcer les règles du commerce international qui s'appliquent au Congo. Merci. Merci, Madame Fotiga. Je donne maintenant la parole à Madame Estaras Ferragut. Merci, Monsieur le Président. Nous parlons aujourd'hui de la situation très préoccupante en République démocratique du Congo. On a donné les chiffres, plus de 7 millions de personnes, dont 4,4 millions sont des enfants, sans éducation, sans service de santé, sans eau potable. Presque 6 millions de personnes souffrent de problèmes de nutrition, énormément de personnes déplacées à cause du conflit. Il s'agit donc là d'une situation de grande urgence humanitaire. Et comme l'a dit le commissaire, les droits de l'homme sont violés tous les jours. Il y a des cas de torture, des cas d'enlèvement, des cas de viol, d'abus sexuels. Et cette violence, elle est perpétrée partout. Et l'on est très préoccupé par les actions des forces armées de la République démocratique du Congo elle-même. Des élections doivent avoir lieu, cela a été dit. L'Union européenne doit
obligés au dialogue pour que l'on puisse avoir le plus vite possible un gouvernement démocratiquement élu à la tête du Congo. Nous ne pouvons pas nous contenter d'observer une situation. On ne peut pas se contenter d'observer des violations des droits de l'homme, alors que nous, Union européenne, voulons représenter les valeurs de la paix et de la sécurité. Alors, dénonçons ces violations des droits de l'homme, dénonçons ce recours disproportionné à la violence par les forces de l'État même. On constate ces cas également au Rwanda. Par le biais d'une résolution, nous avons demandé la libération de Victoria Ingabire. C'est la même chose pour le Congo. Il faut également que la mission des Nations Unies soit stabilisée de manière à ce qu'elle puisse véritablement exercer son mandat et de manière à ce que l'aide humanitaire puisse arriver partout. Enfin, il faut enquêter jusqu'au bout sur ces crimes. Il faut identifier les responsables et il faut parvenir à avoir un gouvernement véritablement démocratique à la tête du pays. Merci. Madame Cécile Kyenge. L'article 52 de la Constitution congolaise récite « Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité ». Pourtant, la violence et l'insécurité se répandent sur l'ensemble du territoire national. Articles 23 et 24 « Toute personne a droit à la liberté d'expression et d'information ». Pourtant, toute voix difforme au régime en place est violemment réprimée. Article 15 « La violence sexuelle est érigée en crime contre l'humanité ». Pourtant, des milliers de femmes en RDC n'ont toujours pas trouvé justice. Article 58. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Pourtant, l'État ne garantit aucune redistribution équitable. Article 47. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Pourtant, 400 000 enfants au Kasaï sont victimes d'une catastrophe humanitaire en cours. Enfin, l'article 70. Le mandat du président de la République est renouvelable une seule fois. Et pourtant, à ce jour, aucune date pour les élections n'a été décidée. La RDC doit se réapproprier de son futur et devenir la plus grande nation démocratique et prospère qu'elle aurait dû être depuis longtemps. La résolution du Parlement européen exige des réponses à toutes ces violations systématiques des principes constitutionnels. Merci. Merci. Mark de Mesmaker. En mars, on a retrouvé au Kasaï les corps des 2 experts des Nations Unies qui ont été assassinés. Ils avaient été envoyés pour essayer d'enquêter sur la violence. Entre-temps, on a découvert des forces communes et plusieurs milliers de morts. Nous devons faire quelque chose pour les citoyens du Kasaï. Il faut qu'ils puissent véritablement redevenir un morceau de l'Afrique. C'est une région riche en minerais notamment. Et ce qui se passe au Kasaï est véritablement un exemple du problème. C'est un bateau sans gouvernail. Un président reste accroché au pouvoir. Pensons à ce qui s'est passé au Kivu, au Sud Kivu dimanche dernier. Le système politique du Congo est en faillite et la communauté internationale n'est que spectatrice. Elle réagit, mais elle est totalement divisée et donc impuissante. Nous ne pouvons pas en rester à des condamnations sans suite. Merci. Orateur suivant, Madame Jiménez Becerril. Merci, Président. Cette résolution, c'est la voix ferme de ce Parlement qui se joint aux cris de douleur de tant de femmes et de filles violées, des enfants utilisés comme soldats et des personnes déplacées qui fuient la violence qui frappe la RDC depuis plus de 20 ans. L'espoir a été de courte durée après la signature de l'accord entre Kabila et l'opposition. L'accord n'avance pas. Ce qui avance, c'est la peur d'une population qui fuit la violence provoquée par ceux qui devraient l'éviter. Nous parlons de crimes de guerre commis par ceux qui enlèvent les enfants à leur famille pour les utiliser comme soldats. Nous parlons également de milliers de femmes et de filles violées. Le Congo est connu comme étant l'épicentre des violations des droits de l'homme. Des femmes passent
les nuits blanches pour s'occuper de leurs filles et les protéger de choses qui risquent de les marquer à vie. Il y a une corruption généralisée, il y a un accès difficile à la justice et par conséquent, la mère d'une fille violée finit par être accusée. On lui dit qu'elle a livré son enfant au violeur. Il y a beaucoup d'autres témoignages atroces dont on pourrait faire état, mais il faudrait plus d'une heure pour le raconter. L'Union européenne doit continuer à exercer des pressions. Nous avons la chance de vivre en liberté. Nous devons lutter pour ceux qui, comme au Congo, vivent dans l'esclavage de la peur. Monsieur le commissaire, la condamnation, c'est nécessaire, mais l'action et les sanctions, c'est encore plus important. Merci. Merci. L'orateur suivant, M. Panzeri. Merci, Président. Les anciens fantasmes sont réapparus au Congo, qui est en proie à de violentes tensions internes qui ont dégénéré en conflit ouvert. Il y a d'une part l'échec de la situation politique, ensuite la situation au Kasaï, où l'on a découvert de nombreuses fausses communes. On voit souffrir un peuple qui n'a jamais connu de transition pacifique du pouvoir et qui ne bénéficie pas des grandes richesses de son sous-sol. Il y a eu une petite ouverture il y a 6 mois qui s'est refermée. Nous sommes maintenant sur une voie sans issue. On voit ce qui se passe dans le Kivu, dans le nord, ce qui se passe au Katanga, on voit ce qui se passe avec le drame du Kasaï, des droits de l'homme foulés aux pieds, des personnes qui veulent la vérité. J'espère qu'il y aura une prise de conscience dans l'Union européenne et dans la communauté internationale qu'il est nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, de passer des paroles aux actes pour garantir une transition politique. C'est cela dont le Congo a besoin. Je vous remercie, Monsieur Panzeri. Madame Post. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. En tant que féministe, je souligne que la violence sexuelle en République démocratique du Congo continue d'atteindre des niveaux extrêmement graves en raison de cette nature systématique. Les femmes, les jeunes filles, les enfants sont violés, sont également soumis à d'autres atrocités comme les mutilations, participation forcée de membres de la famille au viol, viol de masse, etc. Ceci contribue à une augmentation du nombre de cas de violences sexuelles et sexuées en général. Il est important d'agir. C'est la raison pour laquelle je soutiens le mandat des Nations Unies qui vise à protéger les femmes contre les groupes armés. Je demande au gouvernement congolais de mettre fin à l'impunité des auteurs de violences sexuelles. Et je demande à ce que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes. Merci. Monsieur Zorigno. Merci. Avec le maintien contraint au pouvoir de la part de Kabila, soutenu par la décision controversée de la Cour constitutionnelle, la violence est retournée en RDC et on assiste à une détérioration des conditions de vie et de sécurité dans le pays. Depuis 2016, plus d'1 million de personnes ont été contraintes à se déplacer, à quitter leur lieu de résidence. Ce chiffre est supérieur au nombre de réfugiés en Syrie. Toute cette instabilité a créé une crise de sécurité généralisée. En même temps, l'épidémie d'Ebola est retournée en RDC. Il y a eu des cas de contagion de cette maladie mortifère. La communauté internationale et l'Union européenne tout particulièrement doivent jouer un rôle ferme et prépondérant concernant le respect de l'accord de décembre 2016 sous l'égide de la conférence épiscopale, de façon à ce qu'en novembre, les conditions soient réunies pour qu'il y ait un processus électoral libre, transparent et sans incident. Il faut être vigilant pour ne pas être complice d'une crise humanitaire de plus en Afrique. Merci. Je donne maintenant la parole à Nina Gill. Merci, Président. Monsieur le Commissaire, je salue le fait que l'Union européenne ait imposé des sanctions
contre nombreuses personnes responsables d'abus en RDC. Mais le reste du monde reste là, les bras croisés, alors que l'on découvre sans cesse de nouvelles fosses communes. 3 millions de personnes ont été déplacées. 500 000 enfants sont à risque de malnutrition. Où est la révolte au niveau mondial? Nous essayons de créer un fonds d'urgence. Comment faire en sorte que les objectifs de financement soient remplis et que l'accès humanitaire soit assuré? Deuxièmement, le fait de rendre des comptes. Nous devons aider à collecter des preuves pour que les responsables de meurtres de civils soient saisis en justice. Il faut ensuite s'adresser aux causes du problème, pas seulement au Kasaï, mais dans l'ensemble de la RDC. Le président Kabila, on l'a entendu, est une partie du problème. Nous avons besoin de pression internationale forte pour déclencher le processus électoral. Je vous invite à mettre cela à l'ordre du jour du prochain Conseil des affaires étrangères. Avec nos partenaires étrangers, nous devons agir. Sinon, nous risquons d'avoir une déstabilisation de l'ensemble de l'Afrique centrale. Et à ce moment-là, le problème sera encore plus fort. Merci. Je vous remercie. Eh bien, le débat est terminé. Nous avons entendu toutes les interventions au nom des groupes et à titre individuel. Nous allons à présent passer aux interventions à la demande. Monsieur Joseph Faria. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, chers collègues, la lutte pour le contrôle sur les immenses ressources naturelles du pays, la violence ethnique en RDC, ont créé l'une des plus grandes crises humanitaires de l'histoire récente. On ne peut pas passer cela sous silence. Plus de 5 millions de morts, 17 millions de déplacés internes, des camps de réfugiés surpeuplés, des centaines de milliers de personnes victimes de famine, de maladies et d'épidémies, y compris le retour de l'Ebola. Les femmes et les filles, comme dans la plupart des conflits, sont les principales victimes de la terreur au quotidien dans ce pays. Le viol et l'assassinat de femmes, c'est devenu quelque chose d'usuel. Les enfants de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë et des milliers d'autres enfants sacrifient leur enfance en devenant des enfants soldats. L'inaction et le silence de Joseph Kabila, le président, face à ces atrocités commises contre son peuple et l'augmentation des attaques contre les travailleurs, les caravanes d'aide humanitaire, c'est quelque chose d'inacceptable. L'Union européenne doit donc proroger l'application des sanctions contre ceux responsables de ces violations graves des droits de l'homme, comme le commissaire l'a dit, et pour sabotage du processus démocratique en RDC en vue de la paix. Et l'on demande à M. Kabila de donner suite à ses engagements à convoquer les élections présidentielles d'ici la fin de cette année, de réunir les conditions pour que cette échéance électorale soit libre, transparente et crédible. Merci. Merci. L'orateur suivant est M. Frunzulica. Panie Prezydent, dear colleagues. Merci, mes chers collègues, Monsieur le Commissaire. Je suis très préoccupé par l'augmentation de la violence et de l'instabilité politique en RDC. Cette situation a en effet des conséquences sur les pays voisins. Et je demande à l'Union européenne d'adopter les mesures et les actions nécessaires pour une désescalade des tensions. Il faut faire face à la crise humanitaire, il faut respecter les droits de l'homme tels que prévus par la Constitution congolaise. Des élections présidentielles et législatives menées de manière transparente et équitable dans les temps nous permettra d'arriver à une transition pacifique. L'accord de Cotonou prévoit le respect de la démocratie, de l'état de droit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le respect de la démocratie, la paix, la transition pacifique doivent être la priorité de toutes les forces démocratiques du Congo. Merci, Monsieur le Président.
La situation dramatique qui règne dans la République démocratique du Congo donne lieu à beaucoup d'inquiétudes au sein du Parlement européen. Nous avons débattu à maintes reprises à propos de ce sujet et à chaque fois, la situation ne fait que s'empirer. Il y a des violations des droits de l'homme, des assassinats, des arrestations, la liberté d'expression est réprimée. Il y a des conséquences humanitaires très néfastes. 3,5 millions de réfugiés, 1,5 million de réfugiés de la région de Kasaï. Il y a des enfants soldats. Beaucoup d'enfants se sont devenus soldats et c'est un crime. Et cette situation va se pérenniser car le président Kabila est accroché au pouvoir, viole les accords de Cotonou, ne veut pas proclamer des élections libres. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes en face de cette situation qui ne fait que s'empirer. Les entreprises d'extraction sont un État à l'intérieur de l'État en raison des riches ressources. Il faut être décisif dans son action, monsieur le commissaire. Merci. Merci. Monsieur Castaldo. Merci, Monsieur le Président. Que reste-t-il de la RDC? Seulement la géographie. Il n'y a plus de république, plus de démocratie. Cette crise a un nom et un prénom précis, Joseph Kabila. Et il viole la Constitution en renvoyant les élections avec l'aide de son entourage. Il veut s'accrocher au pouvoir et continuer à exploiter les immenses ressources d'un pays à la fois très riche et très pauvre. L'accord du 31 décembre 2016 doit être mis en œuvre, mais malheureusement, les pourparlers sont encore dans l'impasse alors que le pays plonge dans la violence, dans la négation des droits et des libertés fondamentales. Il y a des enfants soldats, des viols de masse, la malnutrition, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Nous demandons qu'enfin soit appliqué l'accord de Cotonou, y compris l'article 96 qui doit être traduit dans les faits. L'Union doit jouer son rôle comme médiateur, doit également utiliser tous les moyens de pression diplomatique possibles pour garantir une pression politique et pacifique réelle et que les élections soient crédibles. Le cri de douleur du peuple congolais ne peut pas et ne doit pas être pour nous seulement un écho lointain. Merci. Monsieur Stylianides, vous avez entendu toute une série d'avis exprimés ici. Vous avez la parole pour fournir vos réponses. Merci, Président. Merci. À n'en pas douter, nous avons eu un échange très riche. Je suis très reconnaissant aux députés de leurs interventions précieuses. Je veux, pour témoin de l'attachement de l'Union européenne à cette question, la résolution portant sur la crise en RDC. Le lien Union européenne-RDC, c'est un lien entre citoyens, entre familles, entre communautés également. La situation dans ce grand pays ne nous est pas indifférente, ce grand pays qui se trouve au cœur de l'Afrique. Et par conséquent, on souhaite faire tout ce qu'il est possible de faire en utilisant les outils que nous avons à notre disposition. Tout d'abord, pour accompagner le peuple congolais dans la crise actuelle, pour les soutenir et les aider à mettre en place des institutions redevables qui feront leurs preuves, et ensuite les aider à obtenir des résultats en matière de bonne gouvernance et les aider également à mettre en place une démocratie qui tienne la route. Chers collègues, de ce débat, je conclus que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a intérêt à parler avec les autorités congolaises pour faire avancer la transition jusqu'à l'élection, à condition qu'il y ait un respect accru pour les droits de l'homme et pour les libertés fondamentales. Sauf de quoi, nous allons tirer les conséquences nécessaires. Et donc, nous allons continuer à suivre de près la situation en République démocratique du Congo sous tous les aspects possibles. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Un des problèmes les plus importants, c'est le volet humanitaire.
Cette question, je la connais du fait des responsabilités qui correspondent à mon portefeuille de commissaire. Et je l'ai dit, je vais essayer d'aider les gens vivant dans les différentes provinces. L'accès humanitaire, l'accès de l'aide humanitaire, c'est une priorité. Il s'agit de fournir cette aide humanitaire à toute la population de la RDC. Mais dans le même temps, je suis d'accord avec vous, la pression doit être maintenue au quotidien, de façon à ce que le plus vite possible, il y ait des élections démocratiques. Ce n'est qu'en s'engageant dans cette voie qu'il y aura un avenir meilleur pour le peuple congolais. Dans le même temps, j'apprécie énormément le rôle essentiel du Parlement qui continue à faire de la question de la RDC un sujet abordé au niveau international. On utilisera tous les outils pour aider à faire advenir une solution durable à la crise actuelle et je m'engage à vous tenir au courant, pleinement au courant de l'évolution de la situation, notamment concernant le volet humanitaire. Merci beaucoup pour cet échange très riche. Je vous remercie, Monsieur le Commissaire. Bon, il n'arrive pas souvent que l'on applaudisse le commissaire en fin d'intervention, et ça a été votre cas. Je vous en félicite. Le débat est clos pour ce point. Le vote aura lieu demain. Nous passons à présent au point suivant de l'ordre du jour. Il s'agit d'une déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la situation humanitaire au Yémen. Eh bien, c'est à nouveau un plaisir